Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan participe au sommet Inde-Afrique à New Delhi en Inde. Il a exposé sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire aux industriels indiens et aux autres opérateurs économiques asiatiques. Élection du nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique à Cotonou au Bénin. 5 candidats étaient en lice. C'est le docteur Matshidiso Rebecca Moeti du Botswana qui l'a emporté. Aux États-Unis d'Amérique, les républicains ont battu les démocrates aux élections de mi-mandat. Les républicains prennent le contrôle du Sénat et maintiennent leur majorité à la Chambre des représentants. Ils contrôlent désormais complètement le Congrès. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI. Nous émettons à partir d'Abidjan. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs questions ont été débattues pour la bonne marche de la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur ce conseil des ministres dans nos prochaines éditions. Et puis, le président de la République, Alassane Ouattara, se rend ce mercredi à Accra, au Ghana, où il va participer au sommet de la CEDEAO prévu pour demain dans la capitale ghanéenne. Hier, mardi, le président de la République était à Yamoussoukro et il a rendu une visite de courtoisie et d'amitié au président Blaise Compaoré qui séjourne dans la capitale politique ivoirienne depuis le vendredi 31 octobre. À son arrivée à Abidjan, il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ainsi que par la hiérarchie militaire. Dans sa déclaration à son arrivée, le chef de l'État a rappelé les liens étroits entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est tout naturellement que la Côte d'Ivoire accueille le président Blaise Compaoré à la suite des événements douloureux qui ont secoué ce pays et frère. Nous écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. Je viens de rentrer de Yamoussoukro, où j'ai rendu une visite de courtoisie et d'amitié au président Blaise Compaoré. Comme vous le savez, les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont particulièrement étroits. Ces liens ont été matérialisés par la signature d'un traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays en 2009. Nous avons d'ailleurs tenu le 4e sommet à Ouagadougou le 31 juillet dernier. Vous connaissez aussi les relations d'amitié que j'entretiens depuis fort longtemps avec le président Compaoré et sa famille. Le président Compaoré a joué un rôle clé dans le retour de la paix dans notre pays, dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou. En tant que médiateur, il a permis aux frères ivoiriens de renouer avec le dialogue et de préparer de manière apaisée et démocratique les élections présidentielles de 2010. La Côte d'Ivoire est reconnaissante au président Compaoré. C'est donc tout naturellement que nous l'accueillons chez nous à la suite des événements douloureux qui ont secoué ce pays frère. Je voudrais, à cet égard, présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés. À présent, nous souhaitons que la transition en cours se fasse dans le cadre d'un processus apaisé et constitutionnel, conformément aux orientations de la CEDEAO et de l'Union africaine. Les précédents du Mali et de la Guinée-Bissau devront nous aider en cela. Et comme vous le savez, nous avons un sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra les 6 et 7 novembre prochains. Nous souhaitons que le Burkina Faso renoue le plus rapidement possible avec la paix et la stabilité.
Il y va de l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Lesbecq de France 2, la télévision française. Oui. Compaoré, dans quel état d'esprit est-il? Comment vous l'avez trouvé? Non, je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé moralement bien, physiquement en bonne forme, soucieux de ce qui se passe dans son pays et donc impatient que la paix soit retrouvée et que les Burkinabés réapprennent à se parler, à vivre ensemble et à préparer des élections démocratiques. Oui. Oui, bonjour, Valérie Bonny, BBC. Oui, j'aimerais savoir si le président Blaise Compaoré va rester longtemps en Côte d'Ivoire ou il est juste de passage. Le président Compaoré restera en Côte d'Ivoire aussi longtemps qu'il le voudra. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie. Le chef de l'État ghanéen et président en exercice de la CEDEAO, John Dramani Mahama, ainsi que les présidents nigériens Goodluck Jonathan et sénégalais Macky Sall vont se rendre ce mercredi à Ouagadougou pour rencontrer le lieutenant-colonel Zida, patron de la transition burkinabé, et surtout pour préparer le sommet de la CEDEAO qui se tiendra à Accra demain jeudi. Le président de la République, Alassane Ouattara, nous vous le disions à l'instant, prendra part à ce sommet qui sera en partie consacré à la crise au Burkina Faso. Les trois présidents vont certainement demander au colonel Zida de rendre le pouvoir aux civils comme le souhaite la communauté internationale qui maintient la pression sur lui. Regardez. En quelques jours, la rue a chassé le président Blaise Compaoré. Mais les militaires, qui se sont autoproclamés gérants de la transition politique, sont confrontés depuis plusieurs jours à une forte pression internationale. Nous appelons à nouveau à une transition dirigée par des civils qui respectent l'esprit de la Constitution et organisent aussi vite que possible des élections présidentielles libres. Mêmes inquiétudes et recommandations du côté de l'Union africaine. Réuni à Addis Abeba, le Conseil pour la paix et la sécurité a donné un ultimatum aux militaires. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a pris note du caractère populaire de la révolte. Nous donnons une période de 2 semaines pour transférer le pouvoir à une administration civile. Si cela n'est pas effectué, l'Union africaine prendra des mesures en fonction de son règlement. Une menace claire de sanctions. Mais les militaires n'ont pas attendu ce délai. Dans la matinée, à l'issue d'un entretien avec le Moronaba, le chef traditionnel de la communauté des Mossi a annoncé que les militaires s'étaient engagés à remettre le pouvoir aux civils. Nous vous le disions dans nos titres, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan participa au sommet Inde-Afrique à New Delhi en Inde. Il a exposé sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire aux industriels indiens et aux autres opérateurs économiques asiatiques. Nous avons un envoyé spécial en Inde, Noël Nyagno. Voici son reportage. New Delhi, capitale de la Fédération des Indes, ce mardi. Capitale pour 72 heures de la réflexion sur l'économie mondiale. Centre d'intérêt pour l'édition du World Economic Forum 2014 redéfinit le partenariat public-privé pour un nouveau départ. Arrivé la veille, aux environs de 23 heures heure locale, 16h30 à Abidjan, Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, a situé les enjeux de sa présence à ce forum. Le président de la République nous a demandé donc de venir avec les ministres Billon et le ministre Jean-Claude Brou pour renforcer la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Renforcer la coopération, oui. Ça vaut déjà quoi? Mais écoutez, je pense qu'on est autour de 580 milliards à peu près d'échanges commerciaux entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Ça a bondi ces derniers temps fortement et nous devrons pouvoir aller plus loin. La deuxième raison, c'est pour rencontrer les autres investisseurs. Il s'agit d'un forum dans lequel les gens viennent de l'extérieur et nous pourrons aussi rencontrer les autres partenaires ici pour faire en sorte que, comme on l'a dit, donc, le secteur privé national et international soit bien sûr le moteur de la croissance en Côte d'Ivoire. Sans des rencontres avec le privé indien, la séance interactive à la Confédération des industries indiennes a servi de rampe de lancement au programme du Premier ministre. Des industriels indiens de tous les secteurs d'activité sont venus s'informer sur le potentiel économique de la Côte d'Ivoire,
les opportunités d'investissement et sur les réformes structurelles qui sécurisent les investisseurs, leur investissement et font de la Côte d'Ivoire une destination à privilégier pour tout investisseur. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est aussi la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest avec un marché sous-régional de plus de 100 millions d'habitants. Le reste de la journée s'est fait à pas de course. Audience, panel, rencontre sectorielle en B2B avec un moment culminant de la journée, l'audience accordée au Premier ministre par le ministre indien des Affaires étrangères. Vous vous rappelez certainement, il s'est ouvert lundi à Cotonou au Bénin la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Il prendra fin vendredi prochain. Cette session a vu ce matin l'élection du nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. 5 candidats étaient en lice, outre le professeur Thérèse Yoma de la Côte d'Ivoire. Les autres candidats sont du Mali, du Bénin, de la RDC et du Botswana. Chaque candidat a exposé pendant 30 minutes. Le professeur Thérèse Yoma a séduit. Après son exposé, elle a été longuement applaudie, mais l'Afrique de l'Ouest est allée en rang dispersé avec 3 candidats, Côte d'Ivoire, Mali et le Bénin. Et c'est le docteur Matt Chidis, Rebecca Moeti du Botswana, de l'Afrique australe, qui l'a emporté. Nous écoutons le ministre ivoirien de l'intégration africaine, Ali Koulibaly, chef de la délégation ivoirienne. Je voudrais dire que sans prétention aucune, nous avions la meilleure candidate pour le poste de directeur régional de l'OMS. Madame le professeur André Yoma a le profil qu'il faut pour exercer des fonctions aussi importantes à l'échelon africain. Elle a fait une très bonne prestation au grand oral hier et tout le monde s'est accordé pour reconnaître qu'elle avait les qualités et les capacités pour diriger cette organisation. Malheureusement, elle n'a pas été élue. Nous le regrettons profondément. C'est la candidate du Botswana qui a remporté ces élections. Le premier commentaire que je voudrais faire, c'est que les pays de l'Afrique du Sud et de l'Est ont voté en bloc et l'Afrique de l'Ouest s'est présentée en ordre dispersé à ce scrutin. Nous payons le luxe d'avoir aligné 3 candidates de l'Afrique de l'Ouest, alors que nous aurions pu faire preuve de solidarité pour avoir ce poste prestigieux de directeur régional de l'OMS. Et Madame Thérèse Yoma n'a pas démérité. Elle a toute la confiance du président de la République qui a suivi de bout en bout sa campagne électorale et ce scrutin. Et nous n'avons aucune raison de nous décourager et je pense que nous prendrions d'autres mesures pour remporter d'autres postes au plan international. C'est extrêmement important pour le rayonnement de notre pays. Revenons en Côte d'Ivoire, ouvert lundi à Yamoussoukro, le séminaire des députés ivoiriens sur la question des finances publiques se poursuit. Hier, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu à ce séminaire. L'objectif de ce séminaire, selon Guillaume Soro, est de renforcer les connaissances des parlementaires en matière de gestion des finances publiques. Hugues Hervé Blé. Valoriser le rôle des représentants du peuple en matière de définition, suivi et contrôle des politiques publiques, c'est l'objectif du séminaire d'information des parlementaires ivoiriens qui se tient à Yamoussoukro. Il met un accent particulier sur l'évaluation des politiques budgétaires. Après 3 jours de formation, les députés auront à leur disposition les informations sur les changements introduits par les réformes actuellement menées par le gouvernement. Viser ici une meilleure appropriation par les députés du nouveau processus budgétaire et comptable dont ils seront des acteurs essentiels.
quand les différents ministères sectoriels viendront à l'Assemblée nationale pour exposer leur programme. Et il faut que les députés soient bien formés, outillés pour apporter une meilleure contribution. Et ceci est important parce que le budget est source de stabilité et d'équilibre de la nation. Ce qui sera dorénavant possible, c'est que les députés auront reçu une formation qui permette, n'est-ce pas, donc, de renforcer leur capacité quant à la possibilité d'aborder les questions liées au budget. Des parlementaires ivoiriens, désormais acteurs compétents de la vie budgétaire ivoirienne, le président de l'Assemblée nationale se réjouit de cette perspective. Le séminaire d'information de Yamoussoukro va en effet permettre aux députés une meilleure analyse du budget de l'État. Dans le cadre de la formation et de la recherche maritime, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer de Côte d'Ivoire et l'Institut supérieur des études maritimes du Maroc ont signé une convention de partenariat. Ce partenariat accorde un intérêt particulier à la formation initiale et au perfectionnement des enseignants et cadres techniques et administratifs de ces deux structures de formation du domaine des affaires maritimes. Mamadou Kwasi. L'ARSTM, Académie régionale des sciences et techniques de la mer de Côte d'Ivoire, et l'ISEM, Institut supérieur des études maritimes du Maroc, désormais partenaires dans la formation et la recherche maritime. Un partenariat traduit par la signature d'une convention. Les deux structures s'engagent pour une durée de 3 ans à échanger des programmes, des documents administratifs et des informations techniques. Un comité de suivi est mis en place et est dirigé par les deux directeurs généraux. Karim Koulibaly, directeur général de l'ARSTM, assure que cet accord vise à développer les activités des deux institutions de formation et à renforcer la coopération bilatérale en matière de formation et de recherche maritime entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. La responsable de l'ISEM soutient que cette convention vient renforcer les axes de partenariat liés les deux pays à travers une offre de formation initiale pour les étudiants et une formation continue pour les gens de mer. Il faut rappeler que l'ARSTM reçoit les étudiants de 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Tout à fait autre chose, des leaders communautaires responsables d'organisations non gouvernementales des régions du Boclé, de la Nawa et de San Pedro étaient en formation. Objectif de cette formation, la vulgarisation de la loi sur le foncier rural dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Thérèse Tapeyoboué. En Côte d'Ivoire, 20 000 hectares sur 23 millions sont à ce jour immatriculés au plan national de la superficie agricole depuis la loi en vigueur sur le foncier rural. À San Pedro, seulement 5 personnes ont immatriculé leurs terres. Face à ce constat, le réseau des ONG et mouvements associatifs du Sud-Ouest, Romasco, a initié un atelier de formation. 72 leaders d'opinion, autorités traditionnelles et religieuses ont pris part à cette formation appuyé par le Centre de recherche et d'action pour la paix, CIRAP. Selon le président du Romasco, l'organisation de cet atelier se justifie parce que l'ouest de la Côte d'Ivoire, ayant accueilli de nombreuses populations allogènes et allochtones à la recherche de terres cultivables, fait face à de nombreux litiges fonciers qui entraînent souvent des violences entre les différentes communautés. L'atelier a été marqué par plusieurs communications et un plaidoyer en direction des gouvernants pour l'allègement de la procédure pour faciliter l'immatriculation des terres aux populations rurales. Il a été demandé aux populations de mettre avant tout de la bonne volonté et de la bonne foi dans la gestion des questions de terre afin d'éviter des conflits. L'édition 2014 du Salon international du livre d'Abidjan s'ouvre ce mercredi. La rencontre se tient autour du thème « Le livre au cœur de l'émergence ». Une innovation de taille cette année, la mise en place d'une bibliothèque permanente qui va récompenser les meilleurs lecteurs durant le salon. L'émergence de la Côte d'Ivoire, parlons-en. Le pays se bat avec son président Alassane Ouattara pour que cela se réalise en 2020. Les journalistes ne sont pas en reste. Ils ont mis en place une association. Les journalistes et communicateurs qui la composent ont décidé de promouvoir la paix et la réconciliation et sensibiliser sur la nécessité de préserver la stabilité de la Côte d'Ivoire. Hamza Diaby.
La Côte d'Ivoire ambitionne être émergente à l'horizon 2020. Un groupe ivoirien de journalistes et de communicateurs a décidé d'y contribuer. Il constitue l'AJSEM, l'Association des journalistes et communicateurs pour l'émergence. L'AJSEM a été créée pour apporter sa pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire émergente. Les journalistes et communicateurs qui la composent ont tout simplement décidé, entre autres, de forger les consciences à la culture du travail, d'accompagner toutes les actions et activités de développement de la Côte d'Ivoire, de faire des propositions, de promouvoir la paix et la réconciliation, de sensibiliser sur la nécessité de préserver la stabilité en Côte d'Ivoire. L'AJSEM, à travers ses actions, veut montrer que les journalistes sont capables d'être des acteurs et des vecteurs de paix, de réconciliation et surtout de développement. Ils sont soutenus dans leur idée. C'est une joie d'être choisis par les jeunes frères pour les accompagner dans ce beau rôle qu'ils ont commencé à mettre dans leurs actions de tous les jours, c'est-à-dire accompagner le président de la République dans le développement, ce que nous avons appelé l'émergence. Donc vous comprenez que les journalistes ont un rôle important dans l'émergence à l'ennemi. Selon Bamba Idrissa, les membres de l'association ne se contenteront pas de contempler et d'apprécier ce qui est fait. Ils se permettront de dénoncer les actes anti-émergence des uns et des autres. Lundi dernier, des trafiquants d'huile de palme sont tombés dans les filets des forces d'intervention rapide basées à Adiaké. Les éléments du commandant Ano ont saisi sur ces trafiquants 64 bidons d'huile de palme qu'ils ont remis aux responsables des eaux et forêts basés à Adiaké. La mairie de Makori et le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle ont procédé au lancement du projet dénommé « Le chômage n'est pas une fatalité », mais aussi à la remise de prise en charge scolaire d'une valeur de 163 millions de francs CFA. L'objectif est de permettre aux jeunes et aux femmes de Makori de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Pascal Koné, Emmanuel. J'ai suivi une formation de maintenance informatique et réseau qui a été produite par l'AGEFOP. Et au cours de ces 3 mois, nous avons suivi une bonne formation et je pense que je suis apte à rentrer dans le tissu social. Apte à intégrer le monde professionnel grâce au projet dénommé « Le chômage n'est pas une fatalité » lancé à Makori pour résoudre cette question essentielle. Des prises en charge scolaires, le financement de projets de formation aux techniques d'emploi, de formation à l'informatique et à l'anglais sont entre autres le contenu de ce projet. Il vise l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. Le tout évalué à environ 163 millions de francs CFA. C'est une initiative de la municipalité de Makori, soutenue par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Jeunesse de Côte d'Ivoire, le gouvernement et ses partenaires ont mis à votre disposition 41 milliards de francs CFA. 41 milliards de francs CFA. Et les structures, vous devriez les connaître. Vous devriez savoir que le gouvernement a créé des institutions pour que justement vous alliez donc à ces guichets pour voir quels sont les différents programmes que le gouvernement a mis en place pour vous et que vous-même, vous puissiez vous inscrire et pouvoir bénéficier de ces 41 milliards de francs CFA. Et cela est possible, jeunesse de Makori. Le projet « Le chômage n'est pas une fatalité » est destiné aux jeunes et aux femmes de Makori en vue de favoriser leur autonomie. L'opération est en cours dans la commune. Les inscriptions sont ouvertes à tous, quel que soit le niveau d'instruction. Pour une gestion durable des projets de développement engagés sur l'ensemble du territoire national et particulièrement dans les régions de Côte d'Ivoire, des nouvelles techniques ont été présentées par l'Union européenne. Ces techniques serviront de tableau de bord pour la réalisation des travaux. Mamadou Kouassi. Ce sont plusieurs projets de développement financés par des institutions internationales qui sont engagés dans la région de la Côte d'Ivoire. Des projets exécutés souvent par les collectivités territoriales et les structures de la société civile. Mais ces projets sont souvent inachevés du fait d'un manque de suivi et de coordination. Désormais,
L'Union européenne s'emploie à une gestion saine et efficace de l'aide au développement. La cellule de coordination de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne se dote d'un instrument de suivi et d'évaluation de ces projets. Ce système de contrôle a été présenté au ministère technique par les experts. Il est composé d'un manuel de référence, d'un logiciel informatique et d'un module de géolocalisation de ces projets sur fond de cartes numériques. Mis en œuvre par un cabinet de la place, ce système de contrôle et de suivi a été conçu après plusieurs mois d'études et d'analyses diagnostiques. Un travail salué par Daniela Rofi, chef de la section développement rural de la délégation de l'Union européenne. Elle soutient que pour la période 2015-2020, ce sont 173 milliards de francs CFA que son institution va mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire pour sa politique de développement. Et cet outil se présente comme un régulateur dans la gestion de ces fonds, car il va permettre d'améliorer le contrôle régulier de l'exécution technique des projets et renforcer la cohérence à travers une meilleure coordination et planification des missions de travail. Après la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de l'Ifou, plusieurs travaux de réhabilitation ou de construction d'infrastructures socio-éducatives ont été réalisés. C'est pour faire le point de ces travaux que le Conseil régional s'est réuni. Occasion pour le président Koumoué Kofi d'annoncer les grands chantiers qui feront de la région de l'Ifou une région prospère. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Après la visite du chef de l'État dans la région de l'Ifou, plusieurs travaux ont été réalisés, notamment l'électrification des villages, le bitumage des routes, l'adduction en eau potable et la construction ou la réhabilitation de certaines infrastructures éducatives et sanitaires. La troisième session du Conseil régional de l'Ifou a été l'occasion pour les membres de remercier le président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ces actions de développement menées pour le bien-être des populations du Ifou. Ainsi, le Conseil régional va orienter ses financements en faveur d'autres projets. Il s'est agi aussi d'adopter le programme triennal 2015-2017. Un programme qui, pour le président du Conseil régional, Koumoué Kofi, permettra le désenclavement de la région pour en faire un carrefour d'affaires et d'épanouissement des jeunes. Ce sont plus de 133 millions de francs CFA qui ont été dégagés par le dit Conseil pour soutenir l'Institut ivoirien de l'entreprise, INIE, dans la création d'emplois des jeunes de la région de l'Ifou. Compte tenu du temps, les points critiques au niveau des routes, au niveau des pistes, n'ont pas été respectés. Dans ces conditions, il revient au Conseil régional d'identifier une bonne partie de ces points critiques et de trouver une solution pour pouvoir compléter utilement les efforts du PPU lors du passage du président de la République. Je crois que c'est une avancée, nous apprécions cela et je crois que c'est un point de départ vraiment important pour le Conseil régional de l'Ifou. Plusieurs projets ont été annoncés pour faire de l'Ifou une région touristique où il fait bon vivre. Comme chaque année, les chiites du monde entier célèbrent l'Achoura pour commémorer la mort d'Hussein, le petit-fils du prophète, au cours de la bataille de Kerbala. Cet événement majeur dans l'islam chiite symbolise la lutte menée par les chiites contre l'oppression menée par les sunnites, un autre courant de l'islam. Ici, en Côte d'Ivoire, l'événement a été célébré et c'était hier. Konepa Gassoro. Chant liturgique et lecture coranique. Nous sommes au complexe Al-Zahra de Makori. L'association Al-Ghadi de la communauté musulmane libanaise chiite célèbre l'Achoura, événement qui commémore l'assassinat de l'imam El-Hussein, petit-fils du prophète de l'islam et plusieurs de ses proches dans le désert de Kerbala en Irak. On commémore 7 jours pour lancer un appel pour tout le monde. Rester collaborer avec fraternité, car nos buts, c'est que Dieu nous bénisse et que Dieu nous mette toujours au bon chemin. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle Dosso Moussa, par ailleurs parrain de cette cérémonie, exprime la solidarité du gouvernement, mais aussi celle de son ministère à la communauté libanaise. La délégation qui m'accompagne et moi-même avons été très touchés par la qualité de l'accueil qui nous a été réservé. C'est ainsi pour moi le lieu de vous réaffirmer mon soutien et de vous encourager à persévérer dans la commémoration annuelle de l'Achoura. Après plus de 13 siècles, l'Achoura est toujours célébrée par la communauté musulmane chiite. Elle est le symbole de la victoire du bien sur le mal, mais aussi
le triomphe du sang sur l'épée. Une opération dans le sang, donc, en vue de sauver des vies humaines. En l'honneur de l'imam Hussein, et surtout en l'honneur des malades que ce sang peut les sauver, et que nous participons chaque année à donner ce sang. Don de sang auquel a participé le ministre d'État Dosso Moussa et ses collaborateurs. Pour rappel, la Choura est célébrée le 10 du premier mois de l'Égypte par la communauté musulmane chiite. Aux États-Unis d'Amérique, pour terminer, les républicains ont battu les démocrates aux élections de mi-mandat. Les républicains prennent le contrôle du Sénat et maintiennent leur majorité à la Chambre des représentants. Ils contrôlent désormais complètement le Congrès. Barack Obama va donc cohabiter avec eux jusqu'à la fin de son deuxième mandat. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.